ville de Pau et Écossaine, et ce dans le cadre de la Semaine paloise du développement durable. Donc, moi, je suis Vanessa de l'association Écossaine et je suis chargée d'organiser cette semaine en partenariat avec la ville de Pau. Et semaine qui, depuis plusieurs années, est une action de sensibilisation phare du plan Action Climat de la communauté d'agglomération. Donc, cette année est un peu particulière et le confinement il nous a contraints à annuler la plus grande partie des événements, malheureusement. Mais voilà, on a la version 2.0 aujourd'hui, avec le maintien de visioconférences pour les rendez-vous de l'urbanisme et aussi pour cet événement qui nous rassemble ce soir. Donc, un petit mot rapide sur comment le webinaire va se dérouler. Donc là, au long de nos échanges, vous allez voir et entendre les intervenants. Et donc vous, on vous demande d'éteindre votre caméra et votre microphone. Par contre, on va pouvoir interagir à travers le chat. Il y aura donc 3 parties à ce webinaire. Et on prendra à la fin de chaque partie vos questions. On va essayer de répondre aux questions que vous êtes le plus grand nombre à poser. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Et sachez que ce webinaire, il est enregistré. Voilà, donc le podcast pourra être utilisé pour les différents réseaux sociaux et sites internet des partenaires. Donc je vais revenir rapidement sur le pourquoi de cette soirée. Donc la thématique de la semaine du développement durable cette année, c'est les 17 objectifs du développement durable qui sont énoncés par l'ONU dans son agenda 2030. Ces objectifs, ils ont été signés en 2015 par les 193 États représentés à l'ONU. Et parmi les priorités définies par ces objectifs, il y a celle du changement climatique et des mesures qui doivent être prises pour lutter contre le dérèglement que nous connaissons. Donc l'Union européenne, elle est déterminée à jouer un rôle de chef de file dans la mise en œuvre du programme des Nations Unies à l'horizon 2030. Elle s'y est engagée politiquement. Il nous semblait donc important d'avoir une approche à la thématique qui ne soit pas seulement locale ou globale, mais aussi européenne, la France étant membre de l'EU et d'ailleurs un de ses pays fondateurs. Voilà, d'où l'intérêt pour Écossaine d'une collaboration avec Piste Solidaire, qui est centre d'information Europe Direct, pour assurer cette dimension européenne du débat. Je laisse donc la parole à Martina. Oui, bonsoir. Merci Vanessa. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc nous sommes contents, ravis de pouvoir avoir construit cet événement en collaboration avec Écossaine dans le cadre de la semaine du développement durable. Bien évidemment, les changements climatiques, la lutte au changement climatique, c'est effectivement un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et effectivement notre intention ce soir c'était celle de pouvoir en discuter, de pouvoir comprendre un peu ce qui est fait au niveau de l'Union européenne. Vous l'avez bien dit, Vanessa, l'échelle locale ne suffit pas. Nous avons besoin sûrement d'une échelle qui est aussi globale et européenne. Donc l'Union européenne, historiquement, c'est un ensemble des pays en fait qui est engagé dans la lutte contre le changement climatique pour la protection de l'environnement. Depuis plusieurs décennies, elle met en place un vaste panel de mesures pour lutter contre ces dérèglements climatiques, mais face à l'urgence climatique, on se pose la question comment aller plus loin et donc est-ce que l'Union européenne sera effectivement à la hauteur de la transition écologique et énergétique qui sera absolument nécessaire. Pour en parler ce soir avec nous, 2 invités d'exception que je salue et que je remercie déjà pour avoir accepté notre invitation. Madame Laurence Faringue, bonsoir. 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 Vous êtes députée européenne, conseillère municipale de la ville de Pau et membre de la communauté d'agglomération des Pau, Pyrénées. Vous travaillez au sein de la commission éducation et culture du Parlement européen, tout en étant pourtant investi dans la question environnementale. Si je peux citer, effectivement, vous avez récemment présenté au Parlement européen un rapport sur comment rendre les programmes européens d'éducation, formation et de culture plus verts et plus durables. Donc voilà, merci d'être ce soir avec nous. Et j'ajouterais aussi que je siège dans une commission qui s'appelle Développement régional,
qui gèrent tous les fonds européens, FEDER, FSE, FEADER, etc., qu'on connaît très bien, et qui ont une importante dimension environnementale, ou en tout cas qu'on souhaite leur donner dans les prochaines programmations. Très bien. Et donc, sûrement alors une expertise en plus pour pouvoir parler du sujet de la thématique ce soir. Et avec vous, à vos côtés, Monsieur Carlos Manuel Alves. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître des conférences en droit public à l'Université de Bordeaux. Vous êtes expert notamment du droit européen en matière d'environnement et des politiques énergétiques, avec d'ailleurs plusieurs publications sur ces sujets. The last but not the least, vous êtes également membre de Climatera, qui est le comité scientifique régional sur les changements climatiques. Voilà, alors je vous propose de rentrer tout de suite dans les vifs du sujet, en sachant qu'évidemment, dans les temps qu'on a, on s'est donné 1 heure, donc on s'engage à terminer à 19h30. On ne pourra malheureusement pas traiter tous les sujets. On va essayer quand même d'en aborder certains, en sachant que notre objectif est celui de porter les débats européens au niveau local et donc pouvoir l'alimenter. Monsieur Alves, alors on le sait, l'urgence climatique, c'est un fait réel. On le sait, on le voit dans notre région aussi, en Nouvelle-Aquitaine. C'était la semaine dernière à Rouen qu'une partie de la corniche basque s'est effondrée. Donc effectivement, les traits de la côte de la façade atlantique ne cessent pas de reculer. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les impacts donc, de ce changement climatique qui sont parfois visibles et parfois moins perceptibles? Merci Martina et bravo pour cette manifestation dans ces conditions si particulières et bravo à toute l'équipe évidemment, je voudrais oublier personne. Écoutez, vous avez eu la gentillesse de rappeler que je faisais partie effectivement d'Acclimatera, pardon. Dans le cadre d'Acclimatera, certains collègues scientifiques ont d'ailleurs travaillé sur les impacts du changement climatique sur le territoire néo-aquitain. Je ne suis pas forcément le mieux placé parce que je suis juriste, mais ceci étant, je peux me faire l'écho de mes petits camarades qui ne sont pas là ce soir, puisque c'est un travail collectif. Voilà, j'en profite pour montrer la synthèse de ce travail collectif qui se veut pluridisciplinaire et qui a donc permis de faire travailler ensemble sciences humaines et sociales et sciences de la nature. J'ai du mal avec l'appellation sciences dures qui supposerait qu'il y ait des sciences molles, mais enfin bon. Donc, pour en revenir au changement climatique, il y a des impacts visibles. À l'évidence, le changement climatique favorise un réchauffement dans le sud de l'Europe, ce qui bien sûr concerne la Nouvelle-Aquitaine. A priori, un changement de l'ordre de 2 degrés en Europe se traduirait par un réchauffement supérieur d'un demi-degré, de 2,5 degrés dans le sud de l'Europe et donc en Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi des vents estivaux qui seront plus violents, a priori. On aurait également des impacts sur le littoral aquitain, et notamment dans le bassin d'Arcachon, qui nous est cher à tous, avec une concentration d'activités économiques importantes. Et enfin, ça permet de faire un lien peut-être avec avec les thématiques qu'on abordera un petit peu plus tard lors du débat, je pense. Il y a un déclin des pollinisateurs. Ça, c'est peut-être moins visible, à l'exception des personnes directement concernées. Mais il y a un déclin des pollinisateurs. Et donc, on pourra voir d'ailleurs quel est le lien avec la politique agricole commune qui est en cours de réforme ou de contre-réforme. Ça, c'est d'ailleurs un autre débat. Voilà, mais je ne voudrais pas être plus long parce que je ne voudrais pas, bien sûr, monopoliser la parole, même si les universitaires sont très bavards, vous le savez. Merci. Donc, des impacts qui sont plus ou moins visibles au niveau local comme sur les plans global. Comme on le disait en introduction de ces débats, nous avons besoin d'une réponse qui soit donc globale, locale à la fois. Madame Fareng, en 2019, le pacte vert pour l'Europe est présenté par Ursula von der Leyen, la présidente de l'actuelle Commission européenne. Il s'agit d'un plan ambitieux
qui vise à rendre l'Union européenne climatiquement neutre d'ici 2050. Pourriez-vous nous présenter les grandes lignes de ce pacte vert et en quoi, comment ce plan est censé encourager, déclencher, si on peut utiliser ces termes, une transition à plusieurs niveaux? Alors, un pacte est un pacte, c'est-à-dire que on est unis autour d'un objectif. Et cet objectif, vous l'avez rappelé, est très simple, c'est la neutralité carbone en 2050. Maintenant, en effet, ça induit qu'on développe des politiques pour atteindre ce résultat. Le Parlement, enfin moi je vais parler de mon poste de députée européenne. Le Parlement s'est vraiment emparé de ce sujet. Alors les députés en amont des élections de mai 2019, puisque c'était pour ma délégation Renaissance une priorité, hein, avec notamment Pascal Canfin en fer de lance de ce sujet du verdissement de l'Europe. Nous l'avons traduit par une résolution qui a décrété l'urgence climatique sur le continent européen, ce qui est la première fois qu'un continent mettait ce point à l'ordre du jour, surtout dans un contexte qui était ce qu'il était tant aux États-Unis qu'au Brésil, donc raison de plus pour marquer notre volonté très forte. Et petit à petit, on va rentrer dans des étapes législatives. On a déjà voté une loi climat le mois dernier lors d'une précédente session parlementaire qui définit notamment les passages, hein, puisque on a voulu relever l'ambition en 2030 pour être à 55% de sortie d'émissions de gaz à effet de serre. Et maintenant, surtout, ce qui va se passer, c'est que le budget de l'Union européenne, alors je ne parlerai pas des négociations qui sont en cours sur le niveau du budget, mais en tout cas, le budget de l'Union européenne va consacrer 30% de sa globalité, donc 1100 milliards, à des investissements ou des actions en faveur du climat. Tout ça étant réparti entre notre manière de produire, de nous déplacer, de produire de l'agriculture aussi, on en a parlé rapidement, tout avec un maître mot, un mot qui est très important, puisqu'en effet, sur ce continent, nous sommes maintenant 27 États membres, avec des niveaux des développements et de prise de conscience qui sont assez hétérogènes. Au-delà des partis politiques, hein, c'est très souvent dans des régions européennes, il y a des manières d'appréhender qui sont très différentes, qu'on soit tchèque ou français. Et donc, la question de cette transition, notamment énergétique, est au cœur des sujets. Et donc, la transition énergétique, elle est un sujet très important et de la transition en général. Et je vous parlais tout à l'heure notamment de ma commission développement régional. On a voté un texte, on est en train de travailler, parce que ce texte est en trilogue, sur un fonds de transition qui s'appelle un fonds de transition juste, notamment, qui va viser sur 3 mécanismes clés qui sont l'adaptation de l'emploi, l'adaptation des investissements des collectivités territoriales et du privé, à se transformer l'économie vers une économie propre. Donc ça veut dire reconvertir à la fois les compétences et les activités. Donc voilà, je cite ça parce que c'est vraiment une action qui est assez emblématique de ces sujets et notamment autour de la transition. Alors après, comme je vous le dis, hein, tout ça va se décliner dans de multiples domaines. Je sais qu'on va revenir sur des sujets qui soient le marché intérieur, voire les accords commerciaux, la PAC. Tous ces sujets, ils contribuent à ce pacte et ce qui est écrit au bas du pacte, c'est-à-dire sortie des gaz à effet de serre et décarbonation à horizon 2050. D'accord. Donc, effectivement, vous l'avez dit, Madame, la réussite du pacte vert ne peut pas passer donc par un alignement de l'ensemble des politiques sectorielles de l'Union européenne, donc politiques qui devront être effectivement accompagnées à cette transition donc vers les objectifs qui ont été annoncés. La question qui se pose, vu que nous sommes aussi
un fonds des programmations, voilà, un fonds de la programmation 2014-2020, donc à la veille d'une programmation qui devrait démarrer en 2021. La question qui se pose, c'est comment concilier effectivement des politiques et européennes, des fondamentaux et européens, comme ça peut être la libre circulation des citoyens et des marchandises, avec ces objectifs ambitieux du pacte vert en matière, par exemple, d'émissions carbone. Oui, avant de rentrer dans ce sujet, je dirais aussi que quand même, comme vous l'avez dit en introduction, on n'est pas dans une période tout à fait ordinaire, hein, on est en pleine pandémie qui dure, qu'on a été occupé sur les 3, 4, 5 derniers mois sur un point qui a été très important, qui est que l'Union européenne a conclu un plan de relance, c'est-à-dire qu'elle a mutualisé des investissements pour, se relever de cette crise et surtout faire face à ces investissements d'avenir. Et ça, je crois que c'est très important parce que c'est tout d'un coup, cette solidarité européenne s'est exprimée avec des prises de conscience qui peuvent être sur notre dépendance en matière de santé, en termes de production, c'est-à-dire qu'on a bien vu qu'on était complètement assujetti à des productions asiatiques dans le domaine du médicament, des appareils médicaux notamment, donc des questions qui se posent en termes de réorientation de nos stratégies d'approvisionnement et d'industrie. Fait très important aussi, parce que les faits sont têtus et les chiffres aussi, il y a une ambition qui est très grande, puisque ce plan de relance, c'est un montant d'argent qui a été décidé, sur lequel le Parlement s'est décidé aussi, mais qui va être établi par les États membres et présenté à la Commission. Donc il y a une certaine flexibilité et liberté, ce qui peut être un peu dangereux, parce que si tout le monde part faire n'importe quoi, enfin, la volonté c'est quand même d'agir au plus près, mais il y a quand même des garde-fous très importants en termes environnementaux, c'est que 37% des montants du plan de relance doivent être fléchés vers la transition écologique. Et on peut dire qu'on va atteindre 40% parce que dans ces objectifs, il y a aussi l'objectif biodiversité qui doit être inclus. Donc, ça, c'est un premier point très important parce que, comme je vous dis, on est dans une période très, très particulière où, en plus du budget normal et des orientations que peut donner une politique européenne, il y a ce plan de relance qui amplifie encore le changement dans cette période compliquée, hein, qui doit à la fois maintenir une économie tout en la transformant. Donc, vous voyez, on est dans un double défi. Sur le marché intérieur, marché intérieur-extérieur. Alors, en effet, la question, c'est de se dire, la liberté de circulation des biens et marchandises, c'est dans les traités, c'est inaliénable au sein de l'Union européenne. Et donc, évidemment, ce sera respecté. On a même déjà pâti du fait que ces libertés étaient restreintes dans ces temps que nous traversons. Je dirais qu'il y a des sujets qui sont en cours, et je peux parler du plan du niveau du Parlement aussi, notamment une initiative qui est lancée par la Commission marché intérieur sur une volonté d'avoir un marché unique plus durable et qui intervienne vraiment sur nos manières de produire, sur vraiment la responsabilité sociale des entreprises, donc que ce soit inclus à nos exigences, hein, puisque des exigences nous en avons, en environnement, partout elles sont réglementées, mais que nous franchissions un cap supplémentaire. Et à titre d'exemple, il y a quelque chose qui est très important dedans, c'est une recommandation faite à la Commission européenne, mais on est là pour ça, qui touche à l'obsolescence programmée des biens. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la circulation des marchandises, ce sont aussi les accords commerciaux extérieurs, donc qui font couler beaucoup d'encre et à dessein. Donc là, je vais vous dire la position que je défends, moi, au sein de ma famille politique, qui est en effet qu'aucun nouvel accord commercial conclu ne doit être fait en dehors des valeurs que nous défendons, que ce soit l'état de droit, mais aussi le respect des accords de Paris. Voilà pourquoi récemment une résolution sur le Mercosur a été votée et disant on ne peut pas
aller plus loin dans le Mercosur, en l'état actuel et en l'état du dirigeant qui est Bolsonaro, qui continue à brûler la forêt amazonienne. Voilà, je dirais en gros à quoi on sert et surtout les orientations qu'on souhaite prendre. Mais dans tout ce que je vous dis, c'est des intentions et c'est des débats qui sont en cours et des votes à venir, parce que la feuille de route, elle démarre et elle a été très, très perturbée par la pandémie qu'on connaît, mais perturbée sachant que ce plan de relance, il est au service des objectifs que je vous ai donnés. Voilà. En sachant donc qu'effectivement, les pactes verts restera une stratégie fondamentale, justement. Voilà, enfin, c'est pas quelque chose qui va être mis des côtés. Mais texte après texte, on va vote après vote, on va le construire, on va l'élaborer. Oui, oui, bien sûr, mais justement pour préciser que ce n'est pas quelque chose qui va être laissé de côté à cause de la pandémie. Au contraire, va rester une pièce fondamentale pour la relance économique et sociale européenne. Et comme je vous dis, le plan de relance voté, il intègre, au-delà même des objectifs, cette ambition climatique. Très bien, ok. Peut-être avant de passer au sujet déjà nommé de l'agriculture, un petit mot, Monsieur Alves. Il y a des questions en fait qui nous sont arrivées, en amont de ces débats, notamment sur la taxe carbone qui existe déjà effectivement entre les pays de l'Union européenne, mais qui n'existe pas à l'international, ce qui peut pénaliser les pays européens. Madame Farang rappelait effectivement les accords commerciaux avec des pays externes à l'Union européenne. Où on en est de cette idée des taxes carbone aux frontières de l'Union européenne? Est-ce que c'est quelque chose de concrétisable? Alors, tout d'abord, en fait, une petite précision, il n'y a pas de taxe carbone en Europe aujourd'hui. Il y a un marché du carbone. D'ailleurs, l'Europe a été pionnière en la matière, là aussi en matière climatique, puisqu'il date du 1er janvier 2005. L'Europe avait été la première à se doter d'un marché du carbone. Depuis, elle a fait des émules, puisqu'il y a un marché du carbone en Californie, au Québec, dans l'État de New York, en Corée du Sud, etc. Même la Chine s'y est mise. Et d'ailleurs, lors de la négociation, lors de la COP21, sur l'accord qui devait aboutir à l'accord de Paris, la question se posait de l'interconnexion entre les marchés du carbone. Il y a cet instrument en Europe qui est un instrument important, mais il n'y a pas de taxe à proprement parler. Et alors d'ailleurs, pour la petite histoire, puisqu'on est en période d'élection américaine, en espérant que le numéro 45 ne sera pas réélu, ce qu'il faut noter, c'est que lors de la négociation du protocole de Kyoto, qui prévoyait la création du marché du carbone, et ratifié par l'Union européenne, il y avait un désaccord entre Européens et Américains. Les Européens plaidaient pour une taxe carbone et les Américains pour un marché du carbone, parce que c'est un instrument dont ils avaient l'habitude, qu'ils pratiquaient dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, le dioxyde de soufre par exemple. Et donc les Américains ont obtenu gain de cause. L'administration Clinton, à l'époque, avait obtenu gain de cause. Et le problème, c'est qu'ils ont obtenu gain de cause dans le cadre du protocole de Kyoto, mais ensuite, comme vous savez, ils n'ont pas fait partie du protocole de Kyoto et laissé un petit peu les Européens se débrouiller avec. Donc les Européens ont récupéré le bébé, si je puis dire, et l'ont adopté. Et d'ailleurs, l'Europe a plutôt été une bonne mère pour le marché du carbone. S'agissant de la taxe carbone, il y en a dans quelques États, comme en Suède, par exemple, depuis 1991, sans que ça n'ait déchaîné des mouvements de foule comme dans d'autres États. Peut-être parce que l'accompagnement social était mieux prévu, ça c'est une autre question. S'agissant du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, parce que c'est l'appellation qui est utilisée dans le cadre du pacte vert, donc présenté par la présidente de la Commission, comme vous l'avez dit, le 11 décembre dernier, par Madame Ursula von der Leyen, ça pose beaucoup de questions. Alors, juridiquement, c'est faisable. C'est une question davantage de volonté politique. Parce que oui, il y a des risques de représailles commerciales, il y a des risques de rétorsion commerciale, mais à dire vrai, j'ai l'impression que, enfin, en l'état actuel des relations transatlantiques notamment, et sous réserve que le candidat démocrate soit élu, puisqu'il lui aussi propose un Green New Deal sous l'influence d'AOC, mais ça peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, parce que s'il pouvait y avoir un Green Deal des deux côtés de l'Atlantique, je pense que ça serait pas mal, surtout de manière quasiment simultanée, concomitante. Mais bon, encore une fois, on verra bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a un climat de toute façon assez délétère dans les relations commerciales transatlantiques. Donc, honnêtement, c'est davantage une question de volonté politique que de difficultés techniques, de difficultés juridiques de mettre en place une taxe carbone.
Bien sûr, ce serait un travail de longue haleine, mais on y travaille depuis longtemps. La Commission européenne avait proposé une taxe carbone déjà en 1992. Une taxe carbone, d'ailleurs plus exactement, une taxe carbone et énergie. Il y avait une double assiette de cette taxe qui reposait à la fois sur l'intensité carbone, d'une part, et d'autre part sur l'intensité énergétique. Donc c'était dans le cadre de la préparation du sommet de la Terre à Rio de juin 1992, dont tout le monde se souvient plus ou moins, mais comme en matière fiscale, et c'est vrai aussi en matière de fiscalité écologique, il faut l'unanimité entre les États membres, et plusieurs États s'y étaient opposés, dont le bad boy de la construction européenne habituelle, qui nous quitte d'ailleurs a priori le Royaume-Uni. Mais il n'y avait pas que le Royaume-Uni qui s'y était opposé. Il n'y avait pas que le Royaume-Uni qui s'y était opposé. En France, on était d'accord pour la partie carbone, mais pas trop d'accord sur la partie intensité énergétique, parce qu'on n'était pas très bon sur l'intensité énergétique. Alors qu'avec le nucléaire, on se débrouille plutôt pas mal sur l'empreinte carbone. Voilà. Donc, c'est faisable. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça va être une question de volonté politique. Et là, pour le coup, c'est peut-être à Madame l'eurodéputée de s'exprimer sur ce sujet-là. Merci en tout cas pour cette question qui est vraiment d'actualité. Allez-y, Madame, oui, vous vouliez préciser un point. Oui, merci. En effet, je vais préciser ce que vous disiez, monsieur, sur ce sujet, parce que, en effet, c'est d'autant plus d'actualité que, comme vous le savez, peut-être, on est en train en ce moment même de négocier le budget 2021-2027. Et parmi les différents points de négociation, au-delà des sujets de combien tu me donnes et sur quoi, il y a une question clé qui est la question des ressources propres européennes. Ces ressources propres qui viseraient à notamment rembourser pas mal de nos emprunts et surtout à abonder nos programmes. Et parmi les deux sujets qui sont bien sûr au cœur de ce point, il y a... Alors, déjà, je dirais qu'il faut faire accepter la question des ressources propres, qui n'est pas du goût de tout le monde, mais on agrège petit à petit sur ce sujet, hein, notamment tous ceux qu'on appelle les frugaux sont contre donc nos amis nordiques, contre tout type de fiscalité ajoutée, parce que c'est perçu comme tel. Mais néanmoins, ce sujet progresse, avance. On a déjà, sur un autre registre, avancé sur la question de l'état de droit, donc aussi pour notamment disposer des fonds européens. Mais si je reviens sur la question des ressources propres, il y a en effet deux points d'actualité qui sont d'une part la taxe plastique, donc là encore, qui agira en faveur de l'environnement, et en effet ce mécanisme d'ajustement aux frontières, avec tous les risques de mesures de rétorsion qui l'incombent, mais si l'Europe arrive à faire bloc et qu'on n'est pas dans la même situation que celle sur laquelle on est sur la taxe GAFA, où la France fait un peu course en solitaire, c'est une manière de réimposer notre ordre, sachant qu'encore une fois, notre marché reste un marché très attractif pour les pays extérieurs. Voilà. Merci. Donc, on l'a compris, effectivement, beaucoup des sujets d'actualité, beaucoup des discussions, des négociations entre Bruxelles et Strasbourg. Je vous propose d'arriver à la thématique qui a été déjà un peu évoquée au début, donc la politique agricole commune, pour comprendre effectivement comment cette politique va pouvoir s'insérer dans les pactes verts, donc dans ce pacte. On le rappelle rapidement, la politique agricole commune, c'est la première politique européenne qui est en place depuis 1962, qui devait servir effectivement à relancer la production alimentaire dans les continents européens qui avaient été dévastés par la guerre. Dans la dernière programmation 2014-2020, c'est la principale ligne des dépenses de l'Union européenne, donc avec un budget qui atteint presque les 40%. La PAC est donc l'un des enjeux sûrement du prochain cadre budgétaire et européen 2021-2027, mais elle devient sûrement une pièce essentielle pour la mise en œuvre du pacte vert, d'autant qu'effectivement une réflexion sur sa réforme est engagée déjà depuis 2018. Monsieur Alves, est-ce que c'est possible et comment d'encourager l'amélioration des performances environnementales des exploitations européennes et donc comment pouvoir encourager une transition qui devra être
sûrement plus saine et plus durable. Et donc, comment encourager cette transition qui peut amener à une production alimentaire qui soit le plus possible saine et durable. Vaste programme. J'ai combien? 4 heures pour développer. On risque de tomber tous en narcolepsie. Donc, non, plus sérieusement, vous avez raison, la PAC a joué un rôle essentiel dans la construction européenne. Ça a été un laboratoire de l'Europe, d'ailleurs, hein, au-delà de l'aspect budgétaire, au-delà de son objet direct, premier, à savoir développer l'agriculture au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme vous l'avez fort justement rappelé tout à l'heure. Longtemps, alors, vous me permettrez de faire une petite blague, une blague de juriste, c'est peut-être un oxymore, mais on va quand même le tenter. C'est que la PAC a longtemps été qualifiée d'Europe verte. Pendant très longtemps, donc jusqu'à la fin des années 80, grosso modo, jusqu'à ce que les préoccupations environnementales émergent au niveau européen. Voilà, et donc à ce moment-là, voilà. Mais en fait, l'Europe verte, elle n'est pas si verte, puisque la PAC, en fait, c'est du working progress, si je puis dire. Le verdissement de la PAC, c'est un travail de longue haleine, de très longue haleine. Hein. On en parle depuis le début des années 90, là aussi. On cherche à verdir la politique agricole commune. C'est pas toujours facile. On peut se rappeler d'ailleurs des débats houleux entre le président Chirac et le chancelier Schröder, qui n'était pas spécialement un grand militant de la cause environnementale, mais il avait les Grünen dans sa coalition au gouvernement, donc il était obligé d'en tenir compte. Et la France, qui avait un peu freiné sous l'impulsion de certains syndicats, donc je ne citerai pas, mais bon, c'est parfaitement documenté. Alors, donc le verdissement de la politique agricole commune, l'amélioration des performances environnementales, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a eu des choses de fait, il y a eu des co-conditionnalités dans le cas du premier pilier, c'est-à-dire qu'on subordonne l'octroi des aides européennes, qui sont effectivement fort importantes, comme vous l'avez dit, c'est le premier poste budgétaire de l'Europe, au respect de conditions environnementales. Ça, c'est le premier pilier, c'est-à-dire le pilier marché, les organisations communes de marché. Puis il y a le second pilier, développement rural. Et donc la politique agricole commune a progressivement verdi. Là, il y a beaucoup de propositions sur la table, des propositions intéressantes. Elles ont été rappelées d'ailleurs il y a quelques instants, à savoir 37% ou 37,5%. Je vous avoue que je suis juriste, donc les chiffres, voilà. Mais bon, grosso modo, 37% donc du budget au profit de mesures environnementales, climatiques. Alors, le bilan qui est fait aujourd'hui, il y a des appréciations très contrastées. Hein. Il y en a qui disent que les propositions sur la table, qui ont déjà été discutées entre les États au sein du Conseil, entre parlementaires européens, sont une grande avancée. Certains États, certaines ONG, certains eurodéputés ne sont pas complètement d'accord non plus. Bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une double tendance aujourd'hui par rapport à la PAC, qui risque d'être un peu acrobatique pour la prochaine période de programmation, puisque la nouvelle PAC doit s'appliquer à partir de 2023. C'est à la fois une forme de renationalisation, mais elle était déjà rampante dans les périodes antérieures, et la prise en compte aussi accrue de l'environnement, de l'accord de Paris, des exigences climatiques. On a aujourd'hui une agriculture européenne, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du 19 octobre dernier développé par l'Agence européenne de l'environnement, une agence de l'Union européenne, qui documente le déclin de la biodiversité. Pardon si j'anticipe un peu sur la question suivante, mais la première cause de déclin de la biodiversité en Europe, c'est l'agriculture. Je n'ai pas dit que c'était la PAC, hein, même s'il y a des liens entre les deux. Mais la première cause de déclin de la biodiversité en Europe, c'est l'agriculture. Il y a aussi l'urbanisation, il y a la déforestation, les usual suspects, si vous voulez. Mais le premier, c'est l'agriculture en Europe. Voilà. Donc, ça pose le débat, ça pose la question, ça pose l'enjeu d'une PAC, effectivement, plus verte. Encore une fois, on a eu plusieurs mesures déjà de prise. Aujourd'hui, on parle d'éco-schèmes, d'éco-régimes qui seraient obligatoires, mais ils sont obligatoires pour les États, pas pour les agriculteurs. Un dernier mot sur l'agriculture biologique, tout simplement. Sur l'agriculture biologique, prenons le petit exemple de l'agriculture biologique qui se développe aujourd'hui beaucoup en France. Hein. On a un fort développement de la consommation de produits bio en France. Alors, pas simplement d'ailleurs pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons sanitaires. Les gens sont soucieux de leur santé, encore plus dans ce contexte de pandémie, et donc sont friands de produits bio. En France, alors qu'on est la première puissance agricole européenne, on importe des produits bio de pays voisins comme l'Espagne et l'Italie. Ça fera peut-être plaisir d'ailleurs à Martina, ça pourrait me faire plaisir aussi, parce que j'ai aussi des origines espagnoles. Mais ce qui se passe, c'est que
on a aujourd'hui l'objectif de mettre en œuvre 25% de terres agricoles consacrées à l'agriculture biologique. On part de très loin. On part de très loin. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une tension aujourd'hui entre la demande qui est forte, qui est de plus en plus forte, notamment en France, mais pas seulement, et l'offre qui n'est pas nécessairement toujours au rendez-vous. Et d'ailleurs, ça pose la question de l'importation de produits bio de la part de pays tiers. Mais ça, c'est encore un autre débat, mais ça nous ramène aux accords d'ailleurs commerciaux dont on parlait tout à l'heure. Voilà, je vais m'arrêter là, mais il faut savoir que la Commission européenne a d'ailleurs lancé une consultation publique sur l'agriculture bio en septembre dernier, et qui a la demande d'un report de l'application du nouveau règlement bio d'1 an. Voilà, donc avec pas mal de controverses d'ailleurs sur le label bio européen, avec le développement de labels privés, comme Déméter par exemple. Voilà, il y aurait beaucoup à dire. Voilà, j'ai lancé des pistes, je suis désolé. J'ai plutôt lancé des pistes qu'apporté une réponse parce que j'avoue que je n'ai pas la réponse. Voilà, et que ça dépend un petit peu aussi de l'avenir et des négociations en cours d'ailleurs entre le Parlement et le Conseil qui vont se poursuivre. Et c'est encore une fois pour moi l'occasion de faire la transition avec Madame. Voilà. Justement, Madame Farang, les parlements s'est exprimé lors de la dernière session plénière qui s'est tenue, si je ne me trompe pas, quand même toujours à distance vu la situation actuelle. Oui, puisque 15 jours, quand même pas. Oui, j'ai beaucoup de mes collègues qui n'ont pas beaucoup dormi pendant une semaine. Et donc, voilà, les parlements européens s'est récemment exprimé effectivement sur cette réforme. Donc, qu'attend effectivement les parlements et européens sur les futurs de la politique agricole commune? Oui, alors comme vous l'avez dit, monsieur, c'est un sujet éminemment politique et très clivant entre ceux qui veulent surtout pas verdir la PAC et pour qui c'est un monceau de contraintes dans leur agriculture, ceux qui pensent que la PAC telle qu'elle a été présentée, elle est à mettre à la poubelle. Et puis, moi, je fais partie des gens du milieu, du centre, qui essaient d'être équilibrés. Donc, on a beaucoup travaillé, bien sûr, sur ce sujet. Et on en est satisfait à ce stade. Alors, ça a été voté en première lecture, donc ça veut dire que ça part en négociation avec le Conseil et la Commission européenne. Pour nous, il y a 2 axes qui étaient majeurs et qui ont été respectés. C'était d'une part le niveau de rémunération des agriculteurs, très important, puisqu'il faut que les agriculteurs vivent de leur métier et qu'ils puissent continuer à produire dans des bonnes conditions. Donc en ça, il y a une mesure notamment, il y a même 2 mesures qu'il faut saluer. C'est d'une part que les subventions ont été revues en ajoutant une dose d'actifs à l'hectare, c'est-à-dire que ça reconnaît aussi les gens qui travaillent réellement leur terre et le nombre qui travaillent sur ces terres. Donc ça, c'est un point très important parce que ça privilégie les agriculteurs actifs et pas seulement ceux qui louent leur terrain ou qui ont des très grosses exploitations très industrialisées. Et puis d'autre part, très important aussi parce qu'il y a la question de du renouvellement des générations qui se pose, un doublement des aides pour les jeunes agriculteurs et jeunes agricultrices. Donc ça, c'est un peu marginal à notre cœur de sujet, mais je tenais à dire que il faut des agriculteurs pour faire de l'agriculteur. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur la partie verte, comme vous dites. En effet, alors c'est des choses qui sont hyper techniques, mais il y a cette histoire d'éco-scheme ou éco-régime en bon français qui doit atteindre 30%, qui est pour nous un très bon chiffre parce que, en effet, verser aux États pour qu'ils répartissent et pour qu'ils aient une certaine souplesse aussi, mais ces 30%, ils doivent être respectés au niveau du pays. Donc voilà, il y a ces questions-là. Après, il y a plusieurs mesures qui sont prises pour la plantation de prairies, je ne suis pas assez technicienne pour entrer pour tous ces détails, mais ces progrès, ils ont été faits à ce niveau-là. Et puis, donc, pour dire que cette position qui est équilibrée, mais qui va vers le progrès, nous et moi dans mon groupe, elle me convient et je l'ai votée. À côté de ça, il y a une autre stratégie proposée par la Commission européenne et sur laquelle nous travaillons, qui est la stratégie Farm to Fork, donc de la ferme à l'assiette ou à la fourchette, comme vous voulez, qui elle est très, très opérante sur cette notion dont vous parliez de l'agriculture bio, puisqu'il y a un objectif assez ambitieux de 35% d'agriculture bio
incluses et donc la réduction de pesticides. Donc voilà pour les mouvements qui sont des travaux en cours, mais les orientations sont là et bien là, les discussions continuent et vont se prolonger. Donc voilà ce que je peux vous en dire à l'heure où je vous parle. Très bien, donc effectivement, vous avez déjà réussi à faire les liens entre agriculture et biodiversité. Donc, on arrive en fait doucement à la dernière partie de notre webinaire. Si la crise de la Covid nous a appris une chose, c'est sûrement qu'il faut récalibrer notre rapport à la nature, à la biodiversité. Il va sûrement assurer faire la manière qu'est la façon dont nous produisons nos aliments, la manière dont nous consommons nos aliments, dont nous produisons, nous vivons, soit le plus possible durable et le moins invasive pour l'environnement. Monsieur Alves, vous l'avez nommé, effectivement, il y a une récente évaluation de l'Agence européenne pour l'environnement qui montre que la nature en Europe connaît un état qui va pas trop bien, donc un déclin effectivement continu et préoccupant. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du Pacte vert, la Commission a publié une stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030. Est-ce que, d'après vous, Monsieur Alves, il y aurait des points, peut-être des points urgents à travailler en termes de biodiversité, donc pour la conservation et protection de la biodiversité, peut-être à l'échelle européenne, avec un petit focus aussi au niveau de la région de Nouvelle-Aquitaine? Alors, en matière de biodiversité, l'Europe a fait beaucoup de choses. Il y a deux instruments principaux. Il y a la directive oiseaux de 1979 qui protège les oiseaux migrateurs et il y a la directive habitat relative à la conservation des habitats naturels de 1992. Ce sont les deux instruments principaux. Mais ce qu'on apprend vite quand on s'intéresse à la protection de l'environnement et à la protection juridique de l'environnement, comme je le fais depuis quelques temps, je ne vais pas dire depuis combien de temps, ça va me déprimer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, alors la formule n'est pas de moi, donc c'est pour ça que je l'utilise d'autant plus volontiers, il y a ce qu'on appelle en droit de l'environnement, droit européen de l'environnement, ce qu'on appelle le syndrome de la tapisserie de Pénélope. Alors, je peux d'autant plus l'utiliser. En 2017, c'était plus compliqué d'utiliser cette formule devant les étudiants parce qu'ils pensaient que je parlais d'une autre personne. Mais donc, le syndrome de la tapisserie de Pénélope, oui, c'était gratuit. Donc, le syndrome de la tapisserie de Pénélope, c'est l'idée que, en fait, ce que le droit de l'environnement, le droit européen de l'environnement, donc les directives oiseaux, les directives habitat tentent de faire le jour, est détricoté la nuit par les autres branches du droit européen. Et donc, je vais en revenir à ce que je disais il y a un instant, notamment par la politique agricole commune, par les fonds structurels notamment, qui sont des leviers financiers importants de développement économique, évidemment, mais qui ont tendance à venir détricoter ce que fait le droit de l'environnement. Donc en fait, pour résumer ce que je tente de vous dire, c'est que la meilleure manière de protéger la biodiversité, c'est de l'intégrer dans les autres politiques. C'est d'assurer une dimension transversale à la biodiversité dans l'ensemble des politiques de l'Union européenne, et notamment celles qui ont un impact fort sur la nature, comme la politique agricole commune, par exemple, comme la politique commune des transports, comme le marché intérieur, qui favorise donc la libre circulation des marchandises, qui se fait essentiellement par voie de transport routier des marchandises au sein du marché intérieur, par exemple. Donc, en fait, on aurait tendance à se focaliser sur des progrès en matière de droit de l'environnement, mais le droit de l'environnement, aujourd'hui, c'est un tigre de papier. Là, pour le coup, la formule est de moi, donc j'assume qu'elle ne soit pas très bonne, puisque en fait, il faut savoir qu'un quart des recours en manquement, alors un recours en manquement, c'est des recours déclenchés par la Commission européenne lorsqu'un État ne respecte pas ses obligations européennes. Donc, lorsqu'un État est un délinquant, entre guillemets, à l'égard de la loi européenne, eh bien, il y a 25% des affaires portées devant la Cour de justice de l'Union européenne qui concernent l'environnement. Voilà. De près ou de loin, soit des affaires strictement environnementales, soit coloration environnementale, comme par exemple les réglementations environnementales en matière de politique commune de la pêche, où on parle d'ailleurs là aussi de biodiversité marine. Donc, encore une fois, je vais marteler ce message, il convient, et c'est d'ailleurs prévu dans les traités, c'est prévu dans les traités, c'est l'article 11 TFUE, pour le coup je vais faire mon juriste, citer un texte, je m'étais abstenu jusque-là, mais là je craque. Article 11 TFUE, article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu duquel les exigences environnementales doivent être intégrées dans les politiques européennes. Voilà. Idem dans la Convention sur la biodiversité, d'ailleurs, puisqu'on parle de biodiversité, il y a un traité international qui est la Convention sur la biodiversité, adopté lors du sommet de la Terre à Rio, en 1992, là aussi,
Et donc cette convention a été ratifiée par l'Union européenne. Elle doit l'appliquer. Et ça tombe bien, puisque dans cette convention, il y a aussi ce qu'on appelle ce principe d'intégration, c'est-à-dire intégrer la biodiversité dans les différentes politiques. Voilà. Donc on a cette exigence d'intégration, de dimension transversale de l'environnement. Voilà. Donc, encore une fois, la réforme de la PAC est une excellente occasion. Les négociations autour du cadre financier pluriannuel aussi peuvent être également l'occasion de favoriser cette dimension transversale. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est plus facile de s'accorder sur 20%, 25% qu'on va sanctuariser, entre guillemets, de budget PAC ou de budget global de l'Union européenne. C'est plus difficile de garantir une forme de transversalité, c'est-à-dire de ne plus financer de projets attentatoires à la biodiversité. Voilà. Donc là aussi, c'est une question de choix politique au sens premier du terme, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que c'est un choix qui revient aux membres de la cité, de la police. Voilà. Donc ça, c'est un choix politique, mais les instruments juridiques sont là. Les instruments juridiques sont là, cette dimension transversale, elle est affirmée depuis bien longtemps. Voilà. Très bien. Madame Faringue, si je peux rebondir, donc effectivement, il y a des stratégies qui sont précisées dans les pactes verts, donc la stratégie pour la biodiversité 2030, la stratégie de la ferme à la table ou à la fourchette, vous l'avez nommé. Il y a une question qui est posée par un de nos participants. Est-ce qu'il y a Excusez-moi, et la question des océans aussi, qui est au cœur de nos préoccupations. Moi, je travaille avec Catherine Chabot, donc on est très aussi tourné, en plus, moi qui vis dans cette région, sur cette question aussi. Justement, est-ce qu'il y a des mesures qui sont déjà validées? Est-ce qu'il y a déjà un calendrier bien précis, ce qui pourrait permettre de concilier, de combiner une autre question qu'on avait reçue toujours en amont de ce débat, c'est-à-dire comment faire concilier aussi les plans nationaux avec les plans européens. On sait que dans les plans de relance européens, chaque pays devra, c'est le cas déjà pour la France, présenter un plan de relance national qui puisse être validé par la Commission européenne. Oui, validé par la Commission européenne. Donc, est-ce qu'il y a des mesures déjà valides dans le cadre des stratégies et comment concilier les plans nationaux avec donc les plans européens? À ce jour, moi, je n'ai que l'intention qu'on a, c'est-à-dire aussi de quantifier les fonds investis vers la biodiversité. C'est un combat qu'on a en cours. Pascal Canfin nous en parlait un peu parce que ça se passe actuellement au niveau de la commission environnement du Parlement européen, donc où ils essaient d'avoir les 10% qui soient enregistrés. Mais après, je vous passe les détails. Il y a toujours des trucs très compliqués où en fait, ça doit se combiner avec nos objectifs verts et passer de 30 à 40, voilà, donc à peu près pour la partie verte plus biodiversité. Et puis, la stratégie pour la biodiversité qui a été présentée par la Commission européenne, qui annonce quand même des éléments très concrets, hein, j'ai ça sous les yeux. Transformation d'au moins 30% des terres et des mers européennes en zones protégées, rétablir au moins 25 000 km de cours d'eau à courant libre dans l'Union européenne, planter 3 milliards d'arbres, réduire de 50% d'ici 2030 l'utilisation et la nocivité des pesticides. Voilà, entre autres parties programmatiques. Donc là, on est sur les propositions de la Commission européenne qui doivent être discutées et débattues. Mais vous voyez, les ambitions sont là et seront sans doute renforcées et discutées au plan du Parlement. Il y a une question en ce qui concerne l'hydrogène. En ce qui concerne l'hydrogène, qui est une énergie présente aussi bien dans les plans de relance français qu'allemands. Sauf erreur de notre part, c'est quelque chose d'assez nouveau. Est-ce qu'il y a un mouvement européen global et partagé pour la promotion de cette énergie, Madame Faringue? Oui, absolument. Depuis moins de 3-4 mois, je pense que notamment Thierry Breton a fait une grande déclaration sur le sujet. Donc c'est une
une énergie qui est ciblée comme étant prioritaire. Après, je n'ai pas les détails du plan qui prévoit, hein. Moi, vivant à Pau, j'ai une expérience très pratico-pratique de l'hydrogène puisque je prends le bus à hydrogène. Mais en effet, c'est aujourd'hui, je crois, après tous les galops d'essai qui ont été faits par de multiples collectivités, que ce soit les bus, il y a pas mal de projets, il y a le projet de bateau. C'est aujourd'hui parmi les énergies priorisées par la Commission notamment. Donc là aussi, chose à venir. On arrive à la fin de notre webinaire. Donc, pour les post-Covid, on l'a dit, on le répète, une des priorités pour les institutions européennes sera celle de garantir que les pactes verts soient bien au cœur de la stratégie des relances des pays européens. Et cela dépendra des moyens que l'Union européenne voudra se donner, entre autres, des moyens que l'Union européenne voudra se donner en matière de transition écologique. Donc, vous l'avez déjà annoncé, Madame Farang. Est-ce que donc, les bras de fer, on peut dire, si on peut dire comme ça, qui portent pour l'instant sur les montants du budget à long terme, budget qui n'a pas encore été validé 100%. Donc, est-ce que ces bras de fer portera plutôt sur les montants du budget à long terme ou sur les priorités, les orientations qui nous paraissent claires, qui sont claires en fait? Les deux, mon capitaine, je dirais. Non, on essaie de ramasser des budgets complémentaires, évidemment, parce que on juge notamment qu'il y a quelques sujets prioritaires qui ont été sous-traités. Donc, les discussions sont là actuellement. On parle beaucoup de Europe for Health, hein, la stratégie santé inexistante aujourd'hui au plan européen, qui a montré ses limites, qui a brillé par son absence et dont on a besoin. Donc, avoir une vraie stratégie concertée. Donc, on attend plus de budget. Il y a des sujets comme Erasmus+ aussi qui sont pas à la hauteur de ce qu'on en attendait. Donc, là aussi, combat. Des sujets sur InvestEU, donc innovation. Mais donc, il y a bien sûr cette question autour du niveau de budget et de sa répartition par programme. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une question clé qui est celle des ressources propres. Elle est absolument clé au cœur des négociations pour que, à la fois, on ait des capacités pour rembourser le plan de relance et à la fois, on se donne des marges de manœuvre pour être encore plus actif et coordonné et intégré. D'accord. Donc, on a parlé de la question budgétaire. Monsieur Alves, comment ça se passe les choses au niveau administratif et législatif? Voilà, qu'est-ce qu'il y en est pour les côtés législatifs, en sachant que voilà, côté budgétaire et côté législatif sont deux côtés qui vont en parallèle et qui sont donc les deux très importants. Question qui peut peut-être aussi se combiner avec celle d'un autre participant qui pose en fait une question sur la dimension éthique, de ces politiques. Donc, oui, allez-y. Pour une fois, Martina, vous me permettrez de ne pas savoir si je vous remercie pour cette question, qui est vaste. Donc, je vais différer mes remerciements, si vous me permettez. J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit très justement sur les ressources propres. C'est vrai que c'est un enjeu très important. Je voudrais prendre l'exemple du projet de taxe sur les transactions financières, qui est un projet négocié au plan européen depuis plusieurs années, notamment depuis la crise des subprimes et de la crise des dettes souveraines ensuite en Europe dans la foulée, donc depuis la fin des années 2000, début des années 2010, qui fait écho à une remarque de l'ex-futur président des États-Unis, qui avait été victime d'ailleurs du décompte des voix en Floride, à savoir Al Gore, qui avait eu aussi le prix Nobel de la paix avec le GIEC. Donc pour le coup, on est complètement dans le thème. Al Gore qui disait déjà à l'époque, donc en 2007-2008, que la puissance, c'est pas au mot près, hein, mais c'était le sens de sa formule. Je ne vous garantis pas l'exactitude sémantique, mais le sens de sa formule, c'était que la puissance des marchés financiers serait toujours supérieure à celle des budgets des États. D'où l'intérêt d'une taxe sur les transactions financières pour essayer de capter une partie de cette puissance financière au service de la protection de l'environnement. Et d'ailleurs, pendant la COP21, j'y reviens, il avait été évoqué
notamment sous l'impulsion de la France d'ailleurs. Pour une fois, on peut quand même saluer les efforts de la diplomatie française. Donc, il avait été indiqué que la taxe sur les transactions financières pourrait voir son produit assigné à la lutte contre le changement climatique, notamment dans les pays en développement, puisqu'il y a un gros problème de financement. On parle de l'Europe, mais on a dit tout à l'heure aussi très justement qu'il faut aussi travailler avec les autres partenaires, puisque l'Union européenne, c'est grosso modo 10-12% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, par définition, on doit travailler avec les autres. Alors, avec les Chinois, bien sûr, avec les Américains, mais aussi avec l'Afrique. Et ce serait une bonne chose, sauf que c'est un petit peu embourbé là depuis quelques années. On essaie de faire une coopération renforcée, c'est-à-dire de faire à quelques-uns ce qu'on n'arrive pas à faire tous ensemble. Donc la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 9 États, c'est-à-dire un tiers des États membres aujourd'hui, dont la France d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce serait un beau projet, ça permettrait d'alimenter les ressources propres de l'Europe et ça permettrait en plus d'envoyer un signal et d'enclencher peut-être un signal vertueux, encore une fois, lorsque l'Europe avait adopté le marché du carbone, ça avait donné le coup d'envoi d'une évolution. Tant que l'Europe n'avait pas mis en place le marché du carbone, personne n'y croyait. Aujourd'hui, on a des marchés du carbone partout. Donc ça, c'est grâce à l'Europe. Même si le marché européen du carbone ne fonctionne pas toujours très bien, mais à la limite, même les erreurs du marché européen du carbone ont servi aux autres. Voilà. Donc, on arrive sur la fin du débat. J'essaie quand même d'apporter des éléments quand même d'optimisme. Donc l'Europe, même à travers ses erreurs, peut être source d'émulation, source d'exemplarité, sans faire d'euro cocorico pour autant, si je puis dire. En matière de biodiversité, les ressources propres, ce serait une bonne chose pour le changement climatique, parce qu'il y a un lien, on ne l'a pas encore fait, ou peut-être pas, à mon sens, suffisamment clairement, mais on parle beaucoup de changement climatique, c'est la préoccupation majeure aujourd'hui en matière environnementale, mais il y a un lien fort entre les deux. L'érosion de la biodiversité est accrue, est accélérée par le changement climatique. Et en sens inverse, la préservation de la biodiversité pourrait être un instrument fort de lutte contre le changement climatique. Il était évoqué tout à l'heure très justement par Madame que la forêt amazonienne brûle. Voilà, mais préserver la biodiversité, par exemple en Amazonie, c'est un instrument important, mais préserver aussi la biodiversité en Europe serait un instrument important de lutte contre le changement climatique. Voilà, donc il faut penser à faire le lien entre changement climatique et biodiversité, qui n'est pas toujours fait. Et encore une fois, peut-être que vous trouvez que je réponds un petit peu à côté, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais la taxe sur les transactions financières serait un très bon instrument. Ce n'est pas la panacée, il ne s'agit pas de dire qu'à soi seule, elle va tout résoudre, mais ce serait un très bon instrument. Et en plus, ce qui serait intéressant, c'est que ça permettrait de lancer un signal aussi ailleurs dans le monde. Voilà, donc cette taxe sur les transactions financières, on en parle trop peu aujourd'hui parce qu'elle est un petit peu dans les limbes, un petit peu laissée de côté. Voilà, parce qu'on ne veut pas froisser certains secteurs. Voilà, donc ce serait un projet intéressant, cette taxe sur les transactions financières. J'insiste sur ce point. La taxe dite Tobin, du nom du lauréat pour la Nobel d'économie qu'il avait proposé en 1972, d'ailleurs, ce qui ne nous rajeunit pas, mais ce qui est l'année de naissance de la politique européenne de l'environnement, d'ailleurs. Voilà. Donc, nous l'avons compris, effectivement, plusieurs secteurs, plusieurs acteurs, plusieurs enjeux. On ne peut pas sûrement discuter et parler de tout cela dans l'espace d'une heure. Le but de notre débat était celui, comme je l'ai dit au début, de lancer plutôt des pistes, des réflexions, des questions. D'ailleurs, on s'excuse pour ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Il y en aurait encore 2-3 dans les chats. Ce que nous, on s'engage à faire, c'est de récupérer ces questions pour pouvoir ensuite essayer de répondre avec des éléments. Juste si vous me permettez, une toute petite question. Les titres de notre débat, l'Europe au défi de la transition écologique énergétique. Je ne vous dis pas forcément de répondre oui, non, l'Union européenne sera à la hauteur ou pas, mais est-ce que vous êtes confiant ou pas confiant, Madame Farang et Monsieur Alves? Allez-y. Alors, qui commence? Madame, pour une question de galanterie. De galanterie. Oui, je suis confiante parce que pour vivre depuis 1 an et demi au sein de l'institution européenne et démocratie, c'est vraiment le sujet qui anime la grande majorité de nos débats.
Et je vois surtout au travers des discussions, parce que, comme je vous l'ai dit en préambule, on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes attentes ni les mêmes exigences. Je vois les opinions évoluer. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose au fur et à mesure de la construction des politiques et des aides aussi, hein, soyons clairs. Donc, de toute façon, ce deal, il existe, hein, encore une fois. Donc, ce qui est signé au bas du papier, on doit l'atteindre. Donc, oui, je suis positive et en tout cas convaincue. Merci. Monsieur Alves. Alors, vous me permettrez, pour répondre à votre question, de savoir si l'Europe sera à la hauteur des transitions. On pourrait même ajouter la transition démocratique, puisque Madame évoquait tout à l'heure d'ailleurs la notion de l'état de droit. L'Europe aujourd'hui est à la croisée de plusieurs transitions, pourrait-on dire, et elles sont en lien les unes avec les autres. On pourra faire une bonne transition écologique et énergétique que si elle est assise sur une acceptabilité sociale et sur une appropriation citoyenne, etc. Mais pour emprunter les mots d'un grand Européen, même s'il était britannique, l'Europe est le pire des instruments de protection de l'environnement, à l'exception de tous les autres. Voilà. L'Europe fait beaucoup pour l'environnement. Elle n'est pas toujours parfaite. On l'aimerait parfois plus volontariste, plus allante, plus audacieuse, plus ambitieuse. Mais pour paraphraser une autre formule, quand on compare l'Europe à d'autres zones dans le monde, on se console. Parce que l'Europe porte une forme de leadership en matière environnementale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a une énorme responsabilité. Et ça depuis la chute du mur de Berlin d'ailleurs. Il faut savoir que l'Europe s'est emparée aussi de la question environnementale pour renforcer sa légitimité, il faut être honnête. Il y a aussi une forme de légitimation de la construction européenne par la thématique environnementale qui a été délaissée par les États-Unis à la fin des années 80, alors que pendant longtemps, ils étaient moteurs sur cette question-là. Et donc, l'Europe s'est affirmée. D'ailleurs, si vous regardez les COP, un tiers des COP à propos du changement climatique, de la Convention 4 sur le changement climatique, conférence des parties, donc COP, se sont tenus sur le sol européen. Il y a eu Paris, bien sûr, mais il y a eu Katowice, il y a eu Copenhague, qui n'a pas laissé un souvenir extraordinaire, mais ça veut dire, même symboliquement, l'Europe a investi ce terrain, et donc on a besoin de l'Europe, et le monde a besoin de l'Europe, donc on a une responsabilité très forte, ce qui fait à la fois la beauté de la période qui vient, mais aussi tout son enjeu, surtout quand on voit qu'effectivement, il y a un lien très fort entre la pandémie que l'on traverse et la dégradation de la biodiversité. Ça a été parfaitement documenté, le développement des zoonoses, des maladies animales est dû notamment à la dégradation de la biodiversité, à la déforestation, etc. Donc, il appartient à l'Europe de véhiculer un nouveau modèle d'une économie de marché plus soucieuse de l'intérêt général, plus soucieuse de l'humain. Ça me permet de répondre un petit peu à la question de tout à l'heure sur la dimension éthique. Je ne l'avais pas fait, je m'en excuse. L'Europe a besoin de développer une forme, je pourrais dire, d'économie de droit. Voilà, on parle d'état de droit, la notion d'état de droit est bien connue, mais la notion d'économie de droit, qui est pas de ma plume, qui est pas sortie tout armée de mon cerveau, qui a été proposée par certains collègues à Nice, pour ne pas les nommer, ce serait donc l'idée que l'économie de marché serait canalisée par la règle de droit. Alors, ce n'est pas un rêve de juriste hein, ou un cauchemar de citoyen, ce qui peut être peut-être parfois la même chose. C'est surtout qu'il s'agit de tenter de canaliser le pouvoir économique comme on tente de canaliser le pouvoir politique, le Léviathan, grâce à la notion d'état de droit. Voilà. Donc ça, c'est aussi un chantier pour l'Europe. On a introduit la notion d'économie sociale de marché avec le traité de Lisbonne. Justement, il faut lui donner corps et chair à cette notion d'économie sociale de marché. Je m'arrête parce que je pourrais parler encore longtemps, trop longtemps. Merci pour votre patience. Il est 19h35. Nous allons en fait mettre fin à ces débats. Donc les paris détenir tout en une heure est presque réussi. Donc merci encore à nouveau à nos deux intervenants, Madame Farhang et Monsieur Alves, qui ont réussi à se libérer, à nous consacrer du temps. Nous savons que c'est pas facile pour personne en ce moment. Des remerciements. C'est pas facile de se libérer, oui. Pardon? Je dis oui, c'est pas facile de se libérer. Oui. C'est une petite fenêtre. On imagine bien.
Donc, des remerciements au consortium, donc Ecocène, Ville de Dépôt, qui nous ont permis donc de mettre en place ces webinaires. Merci notamment à Charlotte qui est derrière la technique de cette conférence. Comme on vous a répété à plusieurs reprises, toutes les questions ont été collectées et donc toutes celles auxquelles on n'aurait pas pu donner des réponses, on essaiera d'y répondre dans les jours à venir. Le webinaire a été enregistré, donc il y aura possibilité de les retrouver en podcast en ligne sur les canaux de communication donc des partenaires du consortium. Et je laisse donc les derniers mots à Vanessa pour conclure cette soirée. Merci Martina. Je me joins à Martina dans tous ces remerciements. Merci Madame Faring, merci Monsieur Alves et vous tous qui êtes venus sur ce webinaire. Voilà, donc on est très heureux d'en avoir appris un peu plus. Et effectivement, ça soulève de nombreuses questions assez passionnantes. Voilà, et du coup, merci tout le monde. Et voilà, et pour finir cette semaine du développement durable, comme je vous disais, on n'a pas pu maintenir de nombreux événements, mais dans les jours à venir, il y a le collectif Tête de Pioche, collectif palois qui va nous préparer une randonnée, mais de façon dématérialisée. Voilà, qu'on devrait retrouver bientôt. On diffusera sur notre site Ecocène et sur les réseaux. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci.